Salut les affreux et bienvenue sur cette vidéo. Vous allez voir le compte rendu de l'acte 2 de la campagne 1813 Légion d'honneur organisée par les auteurs de la règle Légion d'honneur et Jérôme en particulier. Acte 2 concernant le sud-ouest qui va se passer sur la bataille de Görlitz qu'on voit ici à l'écran. Görlitz qui est sur la frontière saxonne. Pour la petite histoire, c'est un acte 2 parce que sur le premier tour, l'armée russe de Fred avec l'armée prussienne de Jérémie sont restés sur place. On fait partir Maxime avec son armée française qui n'avait pas eu trop de pertes. Et dans cet acte 2, donc Maxime va revenir sur le champ de bataille, aidé par une force italienne commandée par Raphaël. Et donc on va assister à cette bataille qui va opposer aux alentours de 3000 points de chaque côté, puisqu'on a décompté les pertes et les fuites qui ont eu lieu sur le tour précédent. Sur cette partie, je n'ai pas participé, mais j'ai filmé et j'ai été plus ou moins l'arbitre de cette bataille. Pour les joueurs qui jouaient, donc il y avait toujours Fred et toujours Raphaël, Fred côté russe et Raphaël côté français. Et pour les assister, il y avait Édouard qui avait repris l'armée de Prussiens de Jérémie et Eric qui jouait l'armée française de Maxime. Pour les effectifs, chez le Prussien, on a 2 UA d'artillerie à pied. Juste à côté, on a un escadron de dragons. Un peu plus à gauche, on a 3 bataillons de Landwehr, dont 2 en colonne de marche, avec des compagnies de chasseurs en tirailleurs, et derrière on a un régiment de ligne à 3 bataillons. À gauche on a un 2e escadron de dragons, c'était la cavalerie à droite, et un demi-bataillon de Jäger. Un peu plus au centre on a un bataillon de grenadiers avec les pompons blancs, et un régiment de réserve avec 2 bataillons de ligne. Côté russe, sur la gauche donc du Prussien, on avait plusieurs bataillons. Ici, on a des bataillons de grenadiers. 2 bataillons avec les superbes colonels d'état-major de Fred. On a une artillerie avec du 12 livres et du 6 livres, donc 3 UA. On a d'autres bataillons ici, c'est de la ligne classique, donc c'est 2 bataillons. Et on a devant un demi-bataillon de Jäger, puisque le deuxième avait été éliminé sur la partie précédente. Et on a tous les socles d'état-major. Complètement à gauche de la rivière, on a un régiment de Uhlans prussiens qui dépend de l'armée prussienne, donc à 2 escadrons qu'on voit ici à droite. Ici, on a 2 escadrons de lanciers, donc ce sont des figurines françaises parce que Fred avait oublié ses figurines. On a utilisé les figurines françaises, donc il y avait 2 escadrons lanciers et un régiment de cuirassiers. On passe du côté italien avec ici un premier bataillon d'infanterie légère avec les voltigeurs détachés, réguliers. À gauche, on a une compagnie de sapeurs. On va voir l'utilité tout à l'heure. Ensuite, on a les UA d'artillerie, avec du 6 et de l'obusier. On a 4 bataillons d'infanterie réguliers, avec une compagnie de sapeurs. Et puis, sur les 3 derniers bataillons, on a les voltigeurs détachés, en unité autonome sur la route. Et les unités, elles, sont en colonne d'attaque par division. Pour les unités françaises, on avait ici des UA d'artillerie, je crois que c'était les Italiens. Ensuite, on a des régiments d'infanterie à 2 bataillons. Donc un bataillon de conscrits et un bataillon de réguliers à chaque fois. Le bataillon de réguliers possède les drapeaux. Pour les premiers régiments, les voltigeurs étaient regroupés en unités autonomes. Et ensuite, les autres bataillons avaient les voltigeurs uniquement détachés, qu'on voit ici un peu plus à gauche. On a ensuite l'artillerie à pied avec un obusier à chaque fois et un canon de 6 livres. On a un dernier régiment d'infanterie de ligne, 3 bataillons avec les voltigeurs détachés, une 2e batterie avec 2 UA et un bataillon sur la colline. Voici ici le déploiement avec une vue aérienne. Donc pour ce scénario, c'est moi qui avais plus ou moins élaboré le scénario. On avait gardé la table de la bataille de Fred et Jérémie sur le premier acte. On l'avait agrandi forcément puisqu'il y avait beaucoup plus de points et on l'a légèrement modifié en termes d'objectifs, c'est-à-dire qu'on a rebrassé tout pour les objectifs. Donc on a fait un G2D, c'était un 4, ça a donné 2 objectifs côté gauche, un objectif côté droit. Les 2 objectifs côté gauche étaient les ponts qui sont ici et qui valaient chacun 50 points. Et l'objectif côté droit de la table, c'était le village qui était ici. Pour tenir cet objectif, il fallait occuper 2 maisons, au minimum 2 maisons sur 3. Si vous occupiez 2 maisons sur 3, vous aviez 100 points. Si vous n'occupiez qu'une seule maison sur 3 chacun, ça faisait 50 points.
Et si vous occupiez qu'une seule maison et que l'adversaire n'occupait aucune maison, ça vous faisait aussi 50 points. Il fallait absolument occuper les maisons. Il ne fallait pas juste les disputer. Et même si vous aviez une troupe ennemie à moins de 6 pas, si vous étiez dans la maison, l'objectif était pour vous. Pour le déploiement, c'était le défenseur qui se déployait en premier. Et le défenseur ici, en l'occurrence, c'était le russe et le prussien. Donc il se déployait en premier sur plan, et le français se déployait en second sur plan aussi. Le français avait toutefois une réserve, possibilité d'une réserve. C'est ce qu'ils ont fait pour cette partie. Ils avaient 2 régiments de cavalerie, c'était un régiment de cuirassiers, un régiment de dragons, plus une batterie à cheval, qui pouvaient faire entrer n'importe où sur la table. Voilà donc pour ce scénario, et les distances entre les armées étaient bien évidemment de 24 pas, pour respecter les règles LH. Et dès le tour 1, il va se passer pas mal de choses. La cavalerie russe s'avance, les Français, eux, rentrent sur la table avec leurs réserves, avec les dragons, l'artillerie à cheval. Et les Uhlans, eux, ils font le tour du bois et ils viennent menacer les sapeurs qui ont construit des barricades pour protéger le pont. Il y a des barricades de chaque côté du pont, hein, comme vous voyez. Les Russes, eux, vont essayer de protéger le pont qui est de leur côté. Et puis ensuite, au centre, la colline, qui n'était pas du tout un objectif, on va le voir un peu plus loin, mais va faire l'objet de beaucoup de combats, beaucoup de tirs. Et puis on va voir plus tard comment ça va se passer. Donc ici, hein, on voit la deuxième barricade de l'autre côté du pont. Donc voilà, une superbe maîtrise du pont pour les Français. Et ici, donc comme je vous disais, la colline qui est ici à droite. Eh bien, on va voir tous ces bataillons qui vont monter à l'assaut de cette colline, qui n'est pas un objectif, hein, je le rappelle. L'artillerie russe, elle fait des tirs tant bien que mal, même si elle est cachée en partie par un bois et par un bataillon. Et puis ici, donc il y a du prussien qui va monter, il y a du russe qui va monter. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur la colline. On va voir par la suite. Un peu plus en arrière, on voit le reste de la cavalerie qui est rentrée, ce sont des cuirassiers. Et puis à leur droite, enfin à leur gauche plutôt, à la droite de l'écran, l'artillerie, elle aussi qui avance. Le français, lui, par contre, il est tranquille, il a fait avancer ses tirailleurs plutôt qu'avancer ses bataillons. Il prend le bois et du coup, il vient menacer les Jägers qui, eux, ont fait une rotation, une reformation pour essayer de combler le trou qui est à leur gauche, vu la menace des cuirassiers. Et donc ici à droite, on va avoir pas mal de choses qui vont se passer. En effet, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de landver. On a un bataillon qui a pris une maison, mais le deuxième, lui, est en fuite. Pourquoi? Parce qu'il a pris du tir par l'artillerie qui était sur la route. Et le dernier bataillon, le troisième, lui, il a pris un tir par l'artillerie qui est au fond, là-bas, et qui l'a complètement dégommé. Le bataillon était en colonne de marche. Il est parti en fuite, il est sorti de table. Donc à droite, ça a dégommé côté artillerie française, comme d'habitude, hein, c'est Harry qui commande ça. Le Prussien, lui, avec son canon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu un peu épidermiquement, et il a essayé de tirer sur les canons français. Peut-être valait-il mieux se concentrer sur les bataillons. Bon, ceci étant, il a fait ses tirs, ça n'a pas fait grand-chose pour le français, peu de pertes. Et par contre, côté prussien, ça a bien dégommé. L'aile droite a déjà pris un sacré pet. Alors, vu du gratte-ciel, on va un peu mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, on voit ici à gauche les Uhlans prussiens qui sont bien avancés et qui viennent menacer donc, les fortifications françaises qui sont ici. La cavalerie française, elle est rentrée, qui est en réserve ici et ici, un peu plus au centre de la table, avec l'artillerie à cheval qui, elle, est ici. Et ici, on a la colline où beaucoup de bataillons vont monter pour essayer de prendre la colline, même si ce n'est pas un objectif, comme je l'ai répété plein de fois. Ils vont s'amuser à se chicanier, comme on dit, sur ce petit morceau de terre. Et à droite, donc en droite, on voit que ça a bien nettoyé côté prussien, hein, puisqu'il y avait un bataillon ici, pour info, pour rappel, un deuxième qui était ici, qui est rentré dans la maison, et le troisième qui était à cet endroit-là sur la route, qui s'est fait tirer dessus par les canons qui étaient en enfilade sur la route, et qui part en fuite ici sur le côté. Donc déjà sur 6 bataillons qui étaient en place ici, il n'en restera quasiment plus que 4, on va dire, dont un dans une maison qui ne va pas servir à grand chose, donc 3 en mesure de combattre ou de lutter. L'artillerie prussienne, elle fait des tirs sur l'artillerie française qui est en face sans faire trop de dégâts. Et puis l'escadron de dragons qui est ici, qui va du coup s'avancer pour essayer de menacer, surtout de protéger le reste de l'armée, en faisant un peu écran devant l'artillerie, et puis de menacer aussi l'artillerie française. Donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Ici, vous voyez, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un bataillon français qui va aussi jouer son rôle tout à l'heure, un petit jeu de cache-cache, et on va voir par la suite, ça va être bien embêtant pour le Prussien.
Fin du tour 2 où les baffes vont commencer à pleuvoir. On va tout d'abord commencer ici avec une première charge, c'est la charge des Uhlans. Donc les Uhlans prussiens qui sont commandés par Édouard, hein, qu'il avait un peu amer du fait des tirs d'artillerie qu'il avait pris sur l'aile droite, mais il fait charger ses Uhlans donc à travers l'obstacle, à travers la barricade, et il réussit à faire 3 pertes aux sapeurs français. Les sapeurs, eux, ripostent avec 1 et ils font quand même une perte sur les Uhlans. Au résultat de combat, ça fait une égalité, mais les sapeurs sont quand même obligés de tester, ils ratent leur test, et ils partent en fuite. Et puis le Uhlan, lui, peur de rien, il dit moi je poursuis. Donc en poursuivant, il prend des désordres supplémentaires et il vient buter sur l'artillerie qui était derrière. Il fait fuir tous les artilleurs qui, dans leur mouvement, je crois, font un 6, un gros dé, et du coup ils sortent de table. Donc bonne pioche pour les Uhlans, hein, puisque sur une charge qui avait l'air de rien, ils éliminent les sapeurs, ils éliminent les artilleurs. Bon, ils ont beaucoup de désordre, mais enfin, ils sont pas mal. On voit qu'ils ont une fuite parce qu'il y a eu des tests à faire et je crois qu'ils les ont échoués, donc ils sont obligés de fuir, ou ils ont dû prendre des tirs peut-être. Je ne sais plus trop, mais enfin, ils sont bien en place. En continuant sur la table, on voit ici les dragons français qui s'avancent, qui vont essayer de combler le trou que les Uhlans ont laissé ouvert derrière eux. On voit un peu plus loin que ça tire un peu partout. Les lanciers russes, ils savent pas trop où ils vont sur le pont. Voilà. Après, on va voir après ce qu'ils vont faire. Toute l'infanterie russe, elle bouge pas beaucoup. Ça tire un peu de partout entre les Jaeger, les voltigeurs français. Italien, tout le monde se tire dessus, ça fait quelques pertes, mais vraiment pas trop de dégâts. Et on voit que l'autre côté du pont, lui, il est bien maintenu. Voilà, donc l'italien, lui, il est en place, hein, il bouge pas énormément. Les Français, qui étaient les attaquants, n'ont pas vraiment beaucoup bougé dans cette partie. Il y a eu beaucoup de tirs sur le centre. On voit l'artillerie russe qui tire et qui fait pas mal de dégâts, hein, sur ce tour-là. On va voir plus loin. Et puis ici sur la colline, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça monte petit à petit, ça se tire beaucoup dessus, on voit toutes les fumées de tir, c'est magnifique. Et puis il y a un bois au milieu de la colline qui va être aussi un peu embêtante pour la suite. Les cuirs français qui s'avancent bien comme il faut pour essayer d'exploiter le trou qui est en milieu de table. Et les tirailleurs français qui eux sortent du bois. Côté français, il y a eu beaucoup de mouvements de tirailleurs. Ça a été le maître mot, le leitmotiv de cette partie. C'était les tirailleurs qui étaient en première ligne. C'est très bien, c'est très historique. Et du coup, c'est eux qui ont fait une grande partie de cette partie d'ailleurs. Avec des tirs, avec des avancées, avec des écrans, avec des menaces sur le flanc. Enfin, ça a été un peu le maître mot de toute cette partie. Donc avec l'infanterie française qui elle attend patiemment et sagement derrière les bois. Comme je vous l'ai dit, les Français étaient très patients sur cette partie. Là où le Russe et le Prussien ont été un peu moins coordonnés, on va dire. Ici, on est complètement à la droite du côté prussien. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait un escadron de dragons, hein, qui était avancé pour plus ou moins protéger les unités derrière lui, pour faire un écran, et puis pour aussi menacer l'aile gauche française. Donc qu'est-ce que le Prussien décide à ce moment-là? Il décide de charger l'artillerie française, qui avait fait beaucoup de dégâts au premier tour. Bien évidemment, Eric l'avait vu venir, il se met à mitraille. Donc il tire à 10 pas, 4 figurines contre 2 canons de 6 à mitraille. Je vous laisse imaginer la suite. Il n'y a plus que, je pense, 2 ou 3 sabots de chevaux qui sont restés sur place. Tout le reste a été éparpillé façon puzzle, comme on dit. Bon, c'était un coup à tenter. Le Prussien a tenté, le Prussien a joué, le Prussien a perdu. Voilà. Alors juste pour rappel, hein, les dragons devaient faire un test de peur avant de pouvoir charger. Ils ont réussi leur test de peur, ce qui n'était pas évident à faire. Donc ils ont lancé la charge. Bon, ça n'a pas suffi, hein, pour réussir la charge. Mais bon, c'était tenté, c'était bien tenté, c'était un joli coup. Et ici le dernier bataillon français, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui va être bien ennuyeux pour le reste de la partie pour le Prussien. Donc voilà, le français est bien en place. Et puis donc voilà pour la fin de ce tour 2. Allez, vue de la Lune. Donc on voit ici sur la gauche donc les dragons français qui se sont avancés, qui ont essayé d'exploiter le trou qui est ici. On voit ici, on voit pas très bien, mais on voit les Uhlans qui ont percé, qui ont touché l'artillerie, qui ont fait fuir l'artillerie. Donc il n'y a plus d'artillerie française ici, de ce côté-ci du pont.
Et on voit ici les lanciers russes, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils viennent sur le pont, mais pour faire quoi, on ne sait pas trop. Au centre, pas grand chose, si ce n'est ici, au niveau de la colline, tout le monde se tire dessus, vaillamment, férocement. Pas trop de pertes, quelques pertes, mais pas trop de pertes. Puis il y a le bois au milieu qui va nous embêter, vous allez voir ça dans le tour suivant. Côté droit, par contre, côté droit ici, ben, donc, ça a bien nettoyé. Donc le Prussien s'est un peu repris ici avec ses bataillons, essaie de se reformer un peu plus efficacement pour pas prendre trop de tirs, pas prendre trop de pertes. Et les dragons qui étaient venus charger cette artillerie qui était ici, donc les dragons étaient à peu près ici, se sont fait atomiser. Ils ont disparu de la table, il reste plus rien, même pas 3 bouts d'os qui doivent traîner au fin fond de la Saxe. Et puis, tout comme je vous le disais, le dernier petit bataillon français qui est ici et qui va venir pendant quelques tours embêter l'artillerie qui est ici. Petit aparté concernant les cuirassiers russes qui sont ici, ils avaient un ordre charge, ils voulaient charger le carré qui se retrouve ici, mais ce carré a reculé. Il a appliqué son ordre avant les cuirassiers, donc les cuirassiers n'avaient plus de cible, et donc l'ordre charge n'a pas été appliqué. Donc voilà, c'était un petit aparté avant de passer au tour 3. Et donc sur ce tour 3, il va se passer beaucoup de choses. Donc on a vu que les cuirassiers n'avaient plus de cible, on voit ici les dragons qui s'engouffrent dans le trou, les Uhlans, eux, ils peuvent plus rien faire avec tous les désordres qu'ils ont. Le pont est quasiment maintenu par les Français, ça va être très difficile de le prendre pour les Russes. Mais enfin, ceci étant, les Russes se réorganisent, ici les lanciers russes se reforment en colonne d'attaque pour essayer de faire face peut-être aux dragons, on va voir. Un peu plus vers le centre, donc on a toujours les Russes, et puis on a cette colline là-bas qui est à droite, hein, qui nous regarde de loin là-bas, et il va s'y passer énormément de choses. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Première chose, c'est ici un des bataillons de réserve prussiens qui était en partie derrière le bois, qui charge. Alors en fait, il y avait une coordination assez mauvaise entre le russe et le prussien, puisque le russe, qui est ici en haut à droite, a appliqué son ordre avant le bataillon prussien. Ce qui fait qu'en appliquant son ordre, il s'est avancé et il a bloqué le passage du bataillon prussien qui voulait faire d'abord un débord de un socle sur la gauche pour pouvoir avancer. Et ensuite, il avait la place de passer pour faire une charge sur le bataillon italien qui est ici en bas. Le bataillon prussien s'est retrouvant bloqué derrière ce bataillon russe, et il est obligé de passer à travers le bois. Et charger à travers un bois, c'est compliqué, parce que déjà vous prenez un désordre parce que vous passez dans le bois, vous diminuez votre distance de mouvement par 2, et donc sur ce coup-là, ben, le bataillon prussien est obligé d'appliquer son ordre, il a lancé sa charge, et il s'est retrouvé trop court, et il s'est retrouvé dans la position que vous voyez ici. Donc en désordre, sans avoir pu charger son ennemi. Donc on le voit ici, hein, il n'est pas bien du tout, et puis derrière on a les Russes qui doivent bien rigoler en voyant les Prussiens complètement emmêlés dans les bois. Deuxième combat sur la colline, ici c'est le bataillon de grenadiers prussiens. Donc les Prussiens très actifs depuis le début de la partie, je ne sais pas si vous avez noté ça. Donc lui, pas peur non plus, il va charger un bataillon d'Italiens qui était donc sur la gauche de la colline. Résultat du combat, ça fait 3 partout, enfin 3 pertes de chaque côté. 3 pertes de chaque côté, mais en fait les Prussiens ont un +1 du fait, je crois, qu'ils avaient le bonus de charge que n'avaient pas les Italiens. Donc les Prussiens gagnent 1. Donc rien d'alarmant pour l'Italien. L'Italien fait un test de psy et patatras, il fait 11. Et malheureusement, ils avaient déjà cramé un point tactique sur ce tour-là. Donc qui dit 11 dit fuite. G2D pour la fuite. Le bataillon italien fait un super G2D puisqu'il fait en 1. Donc le Prussien, lui, avait décidé de poursuivre. Vous savez que la décision doit se prendre avant le G2D du perdant ou de celui qui fuit. Donc le Prussien a décidé de poursuivre. Avec un G2D de 1, forcément le Prussien rattrape le bataillon italien. Et donc il élimine le bataillon italien sur ce combat. Donc il fallait oser, les Prussiens l'ont fait, et les Prussiens ont gagné, et les Prussiens ont éliminé les Italiens. Donc ça bastonne bien sur la colline, même si ce n'est pas un objectif. Ici, à droite de la colline, il y a les cuirassiers français qui n'ont pas pu être activés. Ça a bien fait enrager Raphaël, puisque en face, vous allez voir, il y a un trou énorme, et il n'a pas pu exploiter ça. Dans le bois, par contre, les voltigeurs français ont chargé les Jägers, ils les ont bien battus, puisqu'ils ont mis en déroute.
sur ce tour-là. Donc c'était déjà là aussi, ça s'est bien dégagé. Un peu plus à côté, vers le village, ça se tire dessus allègrement. Ça fait des pertes de chaque côté. Et dans le village, on a cette petite compagnie de chasseurs ici qui part en déroute parce qu'elle a pris un énorme tir d'artillerie qui était sur la route en face d'elle et qui les a mis complètement en déroute. On voit ici les bataillons français qui commencent à se déployer. Maintenant qu'ils ont fait pas mal de dégâts avec l'artillerie, qu'ils ont dégagé les bois, ils commencent à se déployer sur l'aile gauche. Et on voit que l'aile droite prussienne va avoir du mal à tenir pour le restant de la partie. Donc vue de Saturne, donc on voit que sur la gauche, les dragons français se sont avancés, les lanciers russes, eux, se sont reformés pour leur faire face. Les Uhlans sont toujours empêtrés dans l'artillerie qui est là-bas au fond. Le pont qui est ici tient bien au niveau français. Et, je vois pas comment il pourrait être pris. Le pont qui est ici, il est tenu par les Russes pour l'instant. On va voir si ça tient pour le reste de la partie. On a vu tous les combats ici sur la colline, avec un trou qui a été fait ici par les grenadiers prussiens, mais est-ce que ce trou va servir à quelque chose? Pas sûr, on va voir. Les cuirs français qui sont ici, ils ont un boulevard en face d'eux, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à l'exploiter. Les Jaegers qui étaient ici partent en fuite, ils sont dissous suite aux combats qui ont eu lieu à ce niveau-là avec les tirailleurs français. Et puis ici, on a la toute petite compagnie de chasseurs là, qui est partie en fuite suite aux tirs d'artillerie qui venaient d'ici. Et à droite, ici, on a les voltigeurs détachés du bataillon français là, qui n'avaient l'air de rien, mais qui venaient longer le bord de table. Et bien, ces voltigeurs ont chargé l'artillerie. Ils ont fait 2 pertes, l'artillerie a fait 1 perte, donc l'artillerie est restée en place, a réussi son test de psy, je vais y arriver. Moi aussi, et du coup c'est un statu quo à ce niveau là. Fin du tour 4 déjà, et il va encore se passer de bien belles choses dans ce tour, donc c'est une partie quand même assez endiablée. On voit ici déjà les dragons français qui ont chargé ou qui se sont fait charger, je sais plus, par les lanciers russes, donc c'était des Uhlans. Donc 4 pertes contre 6 pertes au résultat du combat. Donc les Uhlans, avec 6 pertes, ils sont dissous. Hein. Donc ils partent en fuite, ils sont dissous. Le dragon, lui, décide de ne pas poursuivre. L'objectif, c'est le pont, il ne faut pas l'oublier. Les Français sont très pragmatiques et donc ils savent jusqu'où ils doivent aller. Donc ils ne poursuivent pas. Et leur objectif, c'est de prendre le pont. Donc les dragons ont fait la place, puisque les Uhlans sur ce mouvement-là ont fui. Les Uhlans prussiens, ils sont toujours emberlificotés au milieu de l'artillerie. Le pont est toujours russe pour l'instant, mais il est bien disputé. Ici, sur ce côté de table, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu des tirs, il y a eu des avancées, mais pas flagrantes, quelques tirs. On voit surtout que l'artillerie russe, elle s'est réorientée, on va comprendre pourquoi au tour suivant. Et ensuite, on a la colline, là, on voit cette belle colline qui n'était pas du tout un objectif, je le répète encore une fois, mais qui a été le lieu de combat acharné. Et un des premiers combats qui va avoir lieu dans ce tour-ci, c'est ici, vous vous souvenez tout à l'heure, les Prussiens qui étaient trop courts pour la charge, qui s'étaient retrouvés en désordre. Ils vont quand même réussir à être activés, et l'ordre de ce tour-ci, c'est charge. Ils n'ont pas peur, ils sont en désordre, mais ils chargent. Ils chargent les Italiens qui sont sur le bord de la colline. Deuxième step de ce combat, ce sont les Russes qui sont ici, qui chargent eux aussi. Donc on se retrouve dans un combat multiple, les fameux combats multiples de la règle LH. Alors, sur ce combat multiple, j'étais l'arbitre et je me suis un peu emmêlé les pinceaux, puisque j'avais compté au départ les pertes individuelles, donc, alors qu'en fait, sur un combat multiple, les pertes, ce n'est qu'un seul et unique combat, donc toutes les pertes sont comptées. Raphaël me l'a bien rappelé, on s'est bien crêpé le chignon un peu sur cette discussion, mais Raphaël avait raison, donc bravo Raphaël, et merci de m'avoir rappelé les bonnes règles. Et donc ici, c'est une charge, un combat multiple avec une charge russe et une charge prussienne. Résultat, au nombre de pertes, les prusso-russes ou les russo-prussiens font 4 pertes, là où les Italiens font quand même 9 pertes. Mais avec tous les bonus de charge, de drapeaux, de nombre de figurines, etc., la victoire elle est de plus 1 pour les russo-prussiens. Le test est raté côté italien, il part en fuite. Les Prussiens, eux, partent en fuite aussi avec toutes les pertes qu'ils ont eues. Par contre, les Russes, eux, ils arrivent à tenir sur place.
Donc au final, une bonne grosse baston sur la colline. Les Russes, eux, ils restent en place, ils ont fait leur job. Les Prussiens, qui étaient en désordre, qui n'avaient pas peur de rien, ils repartent en fuite. Et puis les Italiens aussi, là-bas au fond, ils partent en fuite. Donc la colline qui se dégage petit à petit, hein, avec les Russes, comme je vous ai dit, qui trônent sur cette belle colline. Les Italiens là-bas au fond, qui ont les pieds en fuite, qui n'ont pas réussi à être ralliés. Les Prussiens, eux, ont traversé le bois dans l'autre sens, donc ils connaissent par cœur le bois, ces Prussiens, puisque eux aussi ils partent en fuite, ils vont essayer de se réfugier vers leur camp, mais attention parce qu'il y a du monde qui arrive. Les cuirassiers ont réussi à être activés, donc ils viennent se rabattre un peu sur le côté russe. Et ici, au niveau du village, côté gauche, pas grand-chose. Et côté droit, on voit les bataillons prussiens qui se réorganisent, qui se reforment, qui se réorientent, en vue d'une action pour le prochain tour. Complètement à droite de la force prussienne, on voit ici donc les voltigeurs qui avaient chargé tout à l'heure la batterie. Ça n'avait pas fait beaucoup de pertes, 2 pertes à 1. Mais on voit le restant du bataillon français qui va se rabattre sur le côté. Et donc il va prendre la batterie de flanc. Donc en fait là ça va être le couperet. Hein. Donc tout le monde part en fuite, tous les artilleurs partent en fuite, le bataillon poursuit, il encloue les canons et donc voilà, pour le côté droit il n'y a plus d'artillerie prussienne. Comme j'avais dit tout à l'heure, l'aile droite prussienne va commencer à être en difficulté sur ce prochain dernier tour. Allez, la vue depuis la station spatiale, où on voit donc les dragons ici qui ont fait le vide. Les lanciers russes sont partis en fuite et ils sont sortis de table. Donc le pont qui est ici, il est disputé. Ici, pas grand chose, des tirs de part et d'autre sans beaucoup de pertes. L'artillerie ici, elle s'est réorientée. On va comprendre pourquoi au prochain tour. La colline qui a été âprement disputée avec des très beaux combats, des combats multiples, des charges en désordre, des charges à travers les bois, des fuites, des déroutes, enfin tout ce qu'on peut rêver de mieux à LH. Ici, il n'y a plus rien en face, hein, le trou est fait. Les cuirassiers du coup se sont avancés à ce niveau-là. Et puis dans le village, on voit ici les bataillons qui se reforment, qui se réorientent en vue d'une action. Et l'artillerie prussienne qui a complètement disparu ici, puisque le bataillon français qui est ici a tout fait partir en fuite et a encloué les canons. Fin de la partie, avec les cuirassiers russes qui se replient. Le carré de léger, lui, il a bien tenu. Les dragons, eux, ils sont en déroute, et on va voir pourquoi juste après. Un bataillon italien vient investir le pont pour protéger l'objectif, et donc là, il y a 50 points assurés pour l'italien. Pour le reste des troupes, à ce niveau-là, pas grand-chose. Quelques tirs, on occupe les bois. Le deuxième pont, lui, est pas occupé par les Russes, mais donc ils n'auront pas l'objectif puisqu'il fallait l'occuper. Et on voit ici l'artillerie russe qui s'est réorientée. Et on va tout de suite comprendre ce qui s'est passé avec cette artillerie. Donc pour rappel, hein, l'artillerie s'était orientée au tour précédent. Et les dragons étaient à peu près à ce niveau-là, suite au combat qu'ils ont fait contre les lanciers russes. Ils avaient déjà eu 4 pertes sur le combat précédent. Là, avec le canon de 12 qui était ici, qui avait toute la place de faire son tir, donc tir de flanc avec du 12, ils ont pris 5 pertes supplémentaires. Donc au total 9 pertes entre les combats et les tirs. Sur un régiment de 15 figurines, le régiment est dissous et part en fuite. Donc voilà pour l'aile droite française ou l'aile gauche russe, comme vous voulez. Devinez quoi sur la colline? Eh bien, il va y avoir encore un combat. Donc ce combat, il a lieu entre un bataillon d'infanterie italien qui vient charger le bataillon de grenadiers prussiens qui avait gagné le combat tout à l'heure et qui avait poursuivi et éliminé un autre bataillon italien. Donc ce bataillon prussien avait réussi à être activé, s'est réorienté, mais il est chargé par un bataillon italien. Je crois je sais plus si le bataillon de Prussiens était toujours en désordre. Toujours est-il qu'au résultat, les Italiens font 9 pertes aux Prussiens, donc c'est une tuerie. Ils les explosent complètement et donc ils les mettent en déroute et ils sont dissous. Et donc les grenadiers prussiens, sur ce coup-là, ils vont partir, ils vont être éliminés de cette partie. On continue donc d'avancer sur la fin de ce tour de cette partie. Donc on voit ici les Prussiens qui sont explosés. À côté, il y a l'artillerie française italienne plutôt, qui n'a pas servi à grand chose. Elle a été là, mais elle n'a pas fait beaucoup de tirs.
On voit ici un bataillon qui part en fuite hein, suite à des tirs subis. Et on voit ici des cuirassiers qui font le tour de la colline, qui referment la tenaille et qui viennent menacer un dernier bataillon d'infanterie. Toujours en continuant sur la fin de ce tour, on voit les voltigeurs français qui eux sortent du bois, qui eux referment la tenaille de l'autre côté du village pour venir menacer ce qui reste de troupes prussiennes en face de ce village. Donc on voit les belles colonnes d'attaque françaises hein, qui s'incrustent entre le village et le bois pour essayer de faire refermer la tenaille. Et puis on va voir que dans ce village, eh bien, il va se passer là aussi quelques petits événements pour bien finir la partie. Et c'est encore un bataillon prussien qui va charger cette église là, ce bâtiment, le 3e bâtiment du village, qui est occupé par un bataillon français. Donc les Prussiens très offensifs, ils décident de charger sans préparation, sans tir préparatif avant ça. Au résultat, donc du coup, ils perdent 3 figurines, donc ils ne gagnent pas le combat. Ils font un test psy, mais ils arrivent à tenir, à réussir à rester sur place. Et donc ils restent au combat. Donc dernière vue depuis la Voie lactée, donc on voit bien que tout l'effectif, ou tout le dispositif plutôt prussien et russe a explosé en 1000 morceaux. On voit ici qu'il n'y a plus aucune troupe pour tenir le centre. Les Français se rabattent sur le village pour le prendre dans les tours qui suivent, s'il y avait d'autres tours. L'artillerie qui était ici, elle a disparu. Côté gauche, donc c'est les Italiens qui eux ont fait le tour de la colline et qui viennent prendre plus sur le flanc, voire sur l'arrière, les troupes russes qui sont ici. Donc c'est un peu la fin de nos troupes prusso-russes. En termes d'objectifs, donc les ponts sont tenus, un pont est tenu par les Italiens, c'était un des objectifs, il fallait tenir le pont, être dessus hein, pour le gagner. Le deuxième pont occupé par personne, donc pas de points attribués pour cet objectif-là. Et le village, lui, il est occupé en majorité par le français, avec 2 bâtiments sur 3 occupés, donc 100 points d'objectif pour le français. Donc déjà ça fait 150 points pour le français et 0 points pour le prussien, pour le russe en termes d'objectifs. En termes de pertes, il y a eu 500 points à peu près de perdus chez le franco-italien contre à peu près 800 chez le russo-prussien, donc victoire majeure des Français pour cette partie. Voilà donc pour cet acte 2 sur la bataille de Gorlitz. Gorlitz qu'on voit ici hein, sur une fresque d'époque. Donc c'était une super bataille, c'était très très offensif. En fait l'attaquant qui était censé être le franco-italien, en fait c'est plutôt le prussien qui a animé toute cette bataille, plus ou moins avec plus ou moins de coordination avec son collègue russe. Ça a causé quasiment leur perte, hein, le fait de ne pas être bien coordonné et le fait de subir des tirs aussi dès le premier tour, ça leur fait très mal. Mais c'était une super partie, on s'est vraiment éclaté. Moi j'étais arbitre, je me suis éclaté à arbitrer ça et à filmer et à regarder les échanges entre les différents joueurs. C'était donc le deuxième acte, et le dernier acte de cette campagne c'est Jérôme qui va l'organiser, ça sera Leipzig. Je ne me souviens plus exactement où ça va se jouer, je crois que je sais plus. Donc Jérôme nous en reparlera d'ici là. Voilà les affreux, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. La table était vraiment géniale, c'était une super table avec des super décors. Les figurines n'étaient pas toutes au rendez-vous puisque Fred avait malheureusement oublié sa cavalerie, donc on a composé avec de la cavalerie française qui représentait la cavalerie russe. Mais sinon il y avait des très belles figurines, des très beaux bataillons, des très belles batailles, des très beaux combats. Acharnés, des tirs assez féroces, surtout par le russe quand il a pu tirer. Bref, je crois qu'ils se sont bien éclatés. Moi je me suis éclaté à les regarder jouer en tout cas. C'était la première fois que je participais sans jouer et c'était vraiment génial. Allez les affreux, je vous dis à très bientôt et à ciao.